Merci beaucoup d'être venu. On va bientôt commencer, parce qu'il est 16h07. Mais tout d'abord, on voulait vraiment vous dire merci, donc au nom de l'association Gaïa, d'être toutes et tous venus à cette conférence. Aujourd'hui, donc, le thème de la conférence, c'est comment empêcher l'écocide qu'est l'autoroute A69. Et pour cela, nous avons invité... Alors tout d'abord, deux membres de l'association La Voix est libre, qui est un collectif populaire organisant régulièrement des événements et qui milite pour un moratoire contre la 69. Mais aussi deux membres de l'association Agir pour l'environnement, qui est une association citoyenne interpellant les pouvoirs publics et les décideurs économiques concernant l'état aggravé de notre planète. Thomas Braille, qui est grimpeur et arboriste, fondateur du groupe national de surveillance des arbres, le GNSA, qui a notamment réalisé une grève de la faim devant le ministère de la Transition écologique afin de demander un moratoire sur la 69. Et enfin, Karim Layani, paysagiste et urbaniste, rédacteur du projet Une autre voie, qui propose une alternative réaliste à la 69. Mais avant toute chose, quitte à vous parler de la lutte contre la 69, il nous semblait assez important de commencer par vous rappeler ce qu'est la 69. Résumé en 3 secondes, il s'agit d'un projet autoroutier visant à relier Toulouse à Castres. Il a été proposé en 2000 sur l'initiative de Pierre Fabre, géant de l'industrie cosmétique. Et à ce moment-là, le projet était présenté comme un moyen de désenclaver les villes de Castres et Mazamet. Pourtant, bien loin de faire consensus auprès des concernés, la 69 permet surtout de justifier l'artificialisation de 53 km de terres agricoles et de forêts. Dès lors, on comprend pourquoi elle est difficilement justifiable. Tout d'abord, elle défend principalement les intérêts privés de grandes entreprises. De plus, elle est aussi totalement anachronique, car élaborée à une période où l'on n'avait pas encore bien conscience de l'ampleur de la crise environnementale, mais également à un moment où les conditions de circulation projetées étaient bien supérieures aux estimations réalisées dernièrement, notamment en raison de l'augmentation du coût du carburant et du déploiement du télétravail. Elle favorise la destruction de l'habitat de plusieurs espèces en voie de disparition, entraîne des risques sanitaires pour les populations environnantes et dérègle le cycle de l'eau en détruisant des nappes phréatiques. Elle confisque aussi 10 km de déviations publiques déjà existantes, et ce, financées par le contribuable. Et enfin, elle ne bénéficierait qu'aux usagers, prêts à payer 17 € pour un aller-retour Castres-Toulouse, ne leur faisant gagner qu'entre 24 et 40 minutes par jour. Et tout ça pourquoi ? Eh bien pour la circulation de seulement 5640 véhicules par jour. Dès lors, de nombreux recours juridiques ont déjà été déposés par les opposants au projet. Je pense que nous aurons probablement l'occasion d'en reparler. Pourtant, cela n'empêche visiblement pas Atosca, qui est le futur concessionnaire de l'autoroute, à réaliser des abattages d'arbres illégaux. L'entreprise a d'ailleurs été mise en demeure le 26 juin dernier pour manquement grave à l'arrêté préfectoral de mars 2023 qui interdisait les abattages du 16 novembre au 1er septembre. En parallèle des recours juridiques, l'urgence de la situation pousse donc certains et certaines militantes à mettre en place des zones à défendre sur le tracé de la future autoroute depuis octobre 2023. Ces zones à défendre ont été victimes d'agressions et d'incendies criminels durant l'été, et elles étaient au nombre de 3, la Crème-Arbre, la Calarbre et le Verger. Ces 3 ZAD étaient occupées entre autres par des écureuils, autrement dit des militants qui s'installent dans les arbres pour empêcher leur coupe. Mais bon, le 1er septembre, à minuit pile, les ouvriers d'Atosca étaient déjà de retour sur le chantier. Aujourd'hui, le dernier bastion des écureuils est le Verger, maison d'Alexandra et sa famille depuis 10 ans, qui ont été expropriées parce qu'elles vivaient sur le tracé de l'autoroute. Heureusement, selon Gérald Darmanin, la police est là pour, je cite, « appliquer la protection des biens et des personnes ». Entendez par là qu'elle est surtout présente afin de protéger les engins de chantier des grandes entreprises. Pour vous donner un ordre d'idée, ce sont 1600 policiers et gendarmes mobiles qui ont été déployés en juin pour la manifestation Roue libre. Et ils sont aussi omniprésents sur les ZAD, comme aujourd'hui au Verger, où les militants et militantes sont privés de nourriture et de sommeil depuis plusieurs jours. Cette violence, elle est d'ailleurs régulièrement soulignée par l'Observatoire toulousain des violences policières ou bien encore par la Ligue des droits de l'homme, qui s'interroge sur la proportionnalité de la réponse policière aux actions menées. Un problème de proportionnalité ? Et oui, Louise, car les journalistes sont privés de leur droit d'informer. Une surveillance constante est exercée sur les coordinateuristes d'action.
Et plusieurs arrestations violentes ont déjà eu lieu, comme celle de Jérôme Manset, victime de 3 fractures au visage suite à une interpellation à son domicile en avril dernier. Bref, une solution s'impose. Arrêtez la 69. Du coup, on va passer à la première question qu'on avait à vous poser. Donc, elles seront au nombre de 10, histoire d'alimenter un peu les débats. Donc, quelles ont été les motivations derrière votre décision de vous engager dans la lutte contre le projet de la 69? Merci beaucoup à Gaïa d'avoir organisé ce débat. Tout simplement parce qu'on s'appelle Agir pour l'environnement. On m'a pas demandé de faire trop long, donc en fait ça allait de soi qu'on s'engage contre un projet qui détruisait l'environnement. Ça s'inscrit dans une longue tradition d'Agir pour l'environnement. On a été créé il y a 27 ans et il y a quasiment dans les toutes premières campagnes d'Agir pour l'environnement, c'était mobilisé contre l'accès au tunnel du Somport qui était un projet inutile et qu'on n'appelait pas encore projet inutile. Et de loin en loin, on s'est toujours mobilisé. On a contribué à créer un collectif qui s'est transformé depuis, mais qui s'appelait le collectif Stop Autoroute et qui rassemblait déjà un certain nombre de projets autoroutiers il y a une quinzaine d'années. Et ce qu'on constatait, nous, alors pour le coup, on n'est pas une association locale, mais de ce qui nous remontait du terrain, c'est qu'il y avait un certain nombre d'invariants, dont le déni climatique absolu de tous ces projets, c'est-à-dire qu'on les construit et quand on dit mais au fait, c'est quoi le bilan carbone de ces projets? En fait, ils ne savent pas très bien. Fragmentation des milieux, artificialisation des milieux, le coût, les surévaluations de trafic. Et en fait, on a publié pas mal de petits bouquins de ce type-là il y a quelques années. C'est le caractère profondément inutile. C'est-à-dire que quand on interroge, nous, on a beaucoup travaillé sur l'histoire de la vitesse, le temps et toute cette notion-là. Et en fait, on s'aperçoit que fait, pour gagner quelques minutes pour les happy few, pour faire des allers-retours pendulaires, on est prêt à saccager des milieux. Nous, c'est ce qu'on a appelé le complexe du spermato. C'est-à-dire qu'il faut aller très vite. Et en même temps, on se demande bien pourquoi il faut aller vite, pourquoi il faut gagner un quart d'heure en détruisant toute une partie de l'écosystème. Sans parler des pollutions induites, des pollutions locales qui peuvent être tout à la fois les nuisances sonores, parce qu'en fait, on en parle peu, mais en fait, quand vous construisez une autoroute, vous rapprochez les infrastructures des habitations et vous avez beaucoup de bruit. Et toutes les émissions de microparticules, et c'est un scoop, nous allons rendre public un rapport le 19 octobre prochain sur la pollution des pneus. L'abrasion des pneus, c'est 50 000 tonnes de produits chimiques qui sont émis dans l'environnement chaque année par le trafic routier. Et en fait, c'est des choses qui sont complètement invisibles, évidemment, à l'œil nu, mais qui touchent les populations locales, et on ne peut que évidemment soutenir les populations locales quand elles se mobilisent. Et en fait, on nous a toujours renvoyé, et je finis là-dessus, sur l'espèce de naïvisme. Pas dans votre jardin, il ne faudrait pas se mobiliser parce que en fait, ça serait sale de protéger son environnement. Et en fait, il n'y a rien de sale à se mobiliser pour préserver son environnement, son écosystème, et se dire qu'en fait, on n'a juste pas envie de mourir intoxiqué par du CO2 ou par les composés organiques volatiles et tout ce qui peut composer tout à la fois la combustion des carburants et la dégradation des pneus. Bonjour, merci de nous avoir invités et merci pour cette super présentation. Alors du coup, ma motivation personnelle pour m'engager, je suis originaire de Castres, donc de voir une partie de mon territoire être détruite, ça fait mal au cœur. Enfin, là, je viens de refaire la route pour aller à Toulouse, c'est assez horrible. Et après, il y a aussi une autre, bien sûr, l'autoroute est inutile, c'est clair. Et puis quand on voit les effets du réchauffement climatique, on se dit quand même qu'il y a urgence à arrêter tout ça. Donc voilà, quelques raisons personnelles et climatiques. Moi aussi, c'est le climat. Moi, ça fait un peu plus de 15 ans que je suis engagée contre cette autoroute, alors avec plus ou moins de disponibilité selon les époques. Mais voilà, donc j'appartiens à un village qui
sur laquelle cette menace plane depuis les années 90. Et effectivement, dès 2008, il y a eu les premières grandes consultations sur le contournement toulousain. Et dès 2008, mon souci aussi, c'était le climat, le réchauffement climatique. Mais aussi le fait que pour nous, les territoires traversés, cette autoroute n'a aucun intérêt. Ça ne répond absolument pas à nos besoins de mobilité. Et d'ailleurs, on est en train de nous sucrer des horaires de bus, des arrêts de bus. Enfin, donc voilà, donc ça ne nous aide pas, ça détruit notre environnement, comme il a été dit. Et en plus, il y a une inéquité sociale, puisque ça ne sert qu'à ceux qui pourront payer le péage. Donc, aucune raison de ne pas lutter contre cette aberration. Bonjour et merci pour votre invitation. Donc moi je suis paysagiste, ça fait 2 ans que j'ai monté mon atelier maintenant, avec cette envie d'essayer de formuler des nouvelles pratiques dans les métiers de l'aménagement, de l'architecture et du paysage. Et ce projet Une autre voie, finalement, c'est un projet un peu manifeste et critique de ce qu'est mon métier. C'est-à-dire que, en fait, ces métiers de l'architecture, du paysage et de l'urbanisme, ce sont des métiers très politiques. Mais on a perdu cette notion. On a perdu cette notion parce que on est dans un système d'acteurs très institué, où la société attend un rôle de nous, et donc finalement faire un pas de côté, un écart, parfois permet de trouver des solutions sans doute plus pertinentes à ce qu'attend la société aujourd'hui. Et puis, donc il y a une dimension politique, et puis il y a une dimension très importante aussi pour moi, qui est la dimension poétique, entre guillemets, de ces métiers. Et là aussi, c'est quelque chose qui nous a été enlevé par ce système capitaliste qui essaye de tout réifier. Une autre voie, c'est ça, c'est retrouver de l'affect, assumer l'affect dans la manière d'exercer ces métiers, réfléchir au territoire qu'on aime, aux gens qu'on veut aider ou pour qui on veut travailler. Et donc c'est ce que j'ai décidé de faire en proposant à la Voix est libre que l'on travaille ensemble autour de discussions qui ont été très riches. C'est assumer cette dimension poétique et la force finalement des imaginaires, des nouveaux imaginaires qu'on peut mettre qu'on pourrait développer autour de ces controverses, pour essayer de faire en sorte que l'écologie gagne encore plus en maturité et en solution vis-à-vis de nos concitoyens. Voilà. Bonjour à toutes et tous, merci pour l'invitation. Moi, je tiens à tirer mon chapeau à Sciences Po, parce que j'en fais pas mal en France et on m'invite beaucoup. Vous faites rentrer des éco-terroristes aujourd'hui dans les Sciences Po, je trouve ça super. Bravo. Surtout Sciences Po Toulouse, hein, parce que là, on est quand même au cœur du problème, quoi. Bon, écoutez, moi c'est simple, moi j'ai commencé à me battre parce que déjà d'une c'est mon métier. Moi je suis grimpeur arboriste de profession. J'ai mis le doigt dans le projet écocide de l'autoroute A69 parce qu'à un moment donné il y avait des arbres d'alignement à préserver. Et il se trouve que, en fait, quand vous continuez à creuser le sujet, ben, vous vous apercevez qu'il y a les terres agricoles. Moi, je suis en autonomie alimentaire, j'ai 400 mètres carrés de potager, et j'estime qu'aujourd'hui, prendre soin de ces terres agricoles, c'est prendre soin de l'avenir de nos enfants aussi. On a déjà perdu l'autonomie alimentaire en France depuis une vingtaine d'années. On n'est plus en capacité d'alimenter la population française. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui percute au niveau de l'esprit nos hommes et nos femmes politiques. J'ai l'impression que non. J'ai l'impression que ça ne les dérange pas que demain, on ne sache pas comment nourrir nos enfants. Moi, ça m'affecte, ça me trouble. Comme ça a été dit tout à l'heure, j'ai fait le trajet pour venir. Donc, clairement, j'ai suivi le trajet de la 69. Je suis toujours perturbé, je suis toujours remué de l'intérieur quand je dois venir à Toulouse et quand je dois prendre la voiture.
C'est une vraie catastrophe qui est en train de se passer. Et vous êtes les futurs décideurs de demain. Vous allez être les futures personnes en première ligne, je pense, des décisions qui vont être prises au niveau français. Et je suis ravi que vous nous invitiez et je suis ravi qu'il y ait une vraie prise de conscience au niveau de Sciences Po, quoi, voilà. Alors, on l'a déjà rapidement évoqué tout à l'heure, mais selon vous, en quoi est-ce qu'on peut s'inspirer des luttes passées et de leurs limites dans la lutte contre la 69? Si vous pouvez développer un petit peu. C'est APE. Retrouvez le livre. Okay. Celui-là, on l'a retrouvé. C'est super bien organisé. Ils nous ont même écrit nos réponses, donc du coup, je vais lire. Non, alors, c'est un secret industriel, en fait, donc on ne peut pas vous le dire. Non, si je dis ça, c'est qu'en fait, il n'y a pas malheureusement de recette magique, et ça serait la pire des choses que de répliquer des choses qui ont déjà été utilisées. Je ne sais pas si c'est des adversaires, mais il faut les surprendre. Et du coup, créer systématiquement, adapter la lutte en fonction des spécificités locales. Et moi, vraiment, je tiens, je suis ultra fier. En fait, ça fait 27 ans que je suis militant et permanent d'Agir pour l'environnement. Je suis super fier d'intervenir aux côtés des copains de la lutte contre la 69 parce qu'elle est exemplaire, cette lutte. En fait, elle a construit l'opposition de façon non violente avec, quand vous n'êtes pas dans la violence, vous êtes obligé de créer pour surprendre, et en fait, c'est un jeu de jujitsu. Vous attirez l'adversaire, vous voyez comment il réagit, vous adaptez. Et en fait, je pense qu'en fait, on est beaucoup sur ce registre-là. Après, une fois que j'ai dit ça, évidemment, il y a des choses qui sont inspirantes et le caractère foisonnant des stratégies, à savoir, je me demande si je ne suis pas en train de répondre à la troisième ou quatrième question, mais sur le côté, parfois, il y a des acteurs qui sont plus spécifiquement orientés vers les procédures judiciaires. Puis il y en a d'autres, c'est plus l'organisation locale, puis, etc. Et en fait, ce petit bouquin-là, je ne vous en fais pas la promo parce qu'il n'est plus en vente d'ailleurs, mais le Larzac, en fait, ça a été beaucoup ça. C'est-à-dire que en fait, cette lutte a été construite en associant des curés, des agriculteurs de ce qui a précédé la FNSEA, enfin, et des ultra-gauchistes. Et en fait, il y a eu une espèce de mayonnaise qui a prise parce qu'en fait, il y avait une diversité de publics qui n'avaient pas du tout l'habitude de s'opposer de la même façon. Le curé sur le Larzac, l'évêque, on lui avait demandé de donner sa carte d'identité. En fait, c'était un peu ce jeu-là. Il était arrêté, il reprenait sa carte, il ressortait, il continuait. Puis il y en a d'autres qui arrachaient les registres de débat public. Enfin, donc, en fait, c'est tout l'enjeu, c'est de ne pas se fermer des portes sur des moyens de mobilisation, mais rester toujours à l'écoute. Notre-Dame-des-Landes, ça a été ça aussi. On réduit ça aux zadistes, et évidemment, ça ne se réduit pas aux zadistes, parce qu'il y a eu beaucoup de mobilisation, il y a eu des procédures contentieuses, il y a des paysans qui ont occupé le terrain, enfin voilà. Et c'est cette émulsion qui crée les conditions, je ne dis pas de la victoire, en fait, si on connaissait la recette de la victoire, on ne serait pas là, on l'aurait déjà gagné, mais pour le coup, et c'est là où il faut faire très attention à idéaliser la ZAD, parce qu'en fait, on est en train de reproduire, on l'a vu avec Sivins, on l'a vu avec Notre-Dame-des-Landes, l'État n'aime pas perdre. Et une fois qu'ils ont perdu, ils analysent pourquoi ils ont perdu, et en fait, ils cherchent à tout prix à ne pas reproduire les conditions de leur échec. Et du coup, quand on arrive en disant on va créer une ZAD, là tout de suite, on a les forces de l'ordre qui se mobilisent. On l'a vu à Sainte-Soline, globalement, quelque chose qui est de nature à les exciter, peut-être inutilement. Après, une fois encore, ne fermons pas la porte aux ZAD, mais le simple fait de dire il y a un modèle, c'est la ZAD. La ZAD, elle est pertinente à l'instant, et une fois encore, la 69 est plutôt une bonne expérience, un beau terreau fertile. Il faut qu'il y ait des gens derrière. Il y a eu plein d'initiatives de ZAD où en fait, il n'y avait pas un militant localement. Or, on voit bien que la ZAD, elle ne peut prospérer qu'à l'instant où il y a des militants qui sont en back-office pour alimenter, voilà. Et tout ça, une fois encore, c'est pas une science exacte. Parfois ça marche, parfois ça marche pas, et on ne sait pas très bien pourquoi. Pardon, je complète juste pour un peu.
Ce qui peut le plus nous inspirer, je pense, des 40 dernières années de lutte, c'est ce qu'on a le plus de mal à faire peut-être entre militants, c'est essayer de se rassembler. Je pense que sur Notre-Dame-de-Lande, c'est vraiment ce qui a fait la différence, c'est qu'à la fin, on y était tous, quoi. Et c'est pas seulement d'avoir toutes les assos écolos, parce que les assos écolos, on reste hyper minoritaire en France. Donc même à nous d'être tous ensemble, c'est souvent pas suffisant, et même là sur la 69, ce sera peut-être pas suffisant, mais essayer de rassembler plus largement encore avec... On a essayé de faire, nous, un sondage sur toutes les populations Toulouse-Castres pour savoir ce que pensait la population de cette autoroute, et c'était un élément important à opposer justement à Carole Delga, en disant mais en fait c'est pas juste les écolos qui sont pas contents et qui font une ZAD, c'est la population qui n'en veut pas non plus, et plus on est à pouvoir rassembler des catégories de populations différentes, plus on peut faire le poids. Donc on avait une troisième question qui était plus spécifique à la voie est libre. Donc c'est comment le mouvement de la voie est libre a-t-il réussi à se construire et à s'imposer dans la lutte malgré une vision plus alternative que radicale? Donc, je vais commencer. Donc, en fait, avec Flora, on était assez d'accord pour dire que la voie libre ne s'est pas imposée. Non, elle va vous détailler les alliances qui se sont nouées. La voie libre, ça a été un tremplin de revivification de la lutte, j'ai envie de dire, puisque la lutte, elle existait, comme on l'a dit, depuis les années 2000, avec d'autres collectifs avant. Le collectif RN126, notamment un collectif de 13 maires le long du tracé qui était opposé à cette autoroute. Et en fait, la voie libre a amené une revivification parce qu'elle est partie des villages, c'était des habitants indignés, mais joyeux aussi. Et le début de la lutte, ça a été des fêtes, des habitants impliqués. Et après, c'est devenu un peu plus professionnel, j'ai envie de dire, avec une composante juridique et plus structurée. Mais je crois que le cœur de ce qui a fait la voie libre et de ce qui a aussi fait ces alliances, probablement, c'est l'esprit voilà, familial, joyeux, artistique, ancré dans le territoire et simple. Voilà. Oui, enfin, du coup, je vais aller sur les alliances. Et vous m'entendez? Et dire que oui, donc LVEL, dans la lutte, ne s'impose pas seule, mais en collaboration et en lien avec d'autres collectifs et d'autres actrices de la lutte. Et ce que tu disais aussi, c'est que justement, le côté alternatif et le côté non violent et tout ça, je pense que ça rassemble beaucoup, que ça déstabilise certains, donc les forces de l'ordre surtout, même si parfois, comme tu disais, ils s'habituent et ils changent de tactique et tout ça. Et je pense que tout ça, ça marche dans la durée. Donc en termes d'alliances qu'il y a eu et qui servent à... Enfin, pas d'alliance, mais de collaboration et de liens qui sert à avancer dans la lutte, il y a bien sûr une autre voie avec Karim, qui du coup permet d'inscrire LVEL et le collectif et la lutte dans une démarche de proposer un projet qui est pour quelque chose, donc pour le développement du territoire et pas simplement être dans une position d'être contre la 69. Donc on propose, on est force de proposition, on propose quelque chose. Ensuite, il y a bien sûr les occupations des arbres, donc avec le GNSA et Thomas, qui a permis de mettre un gros coup de projecteur sur la lutte et de mettre LVEL, la lutte et tout ça sur le devant de la scène médiatique. Et maintenant, ça continue avec les écureuils zadistes, on va les appeler. Et ça donne une sorte... ça donne un aspect assez unique à la lutte et qui bénéficie sur le long terme, on va dire. Ensuite, il y a bien sûr le lien avec la ZAD, qui est super, enfin, qui font un travail phénoménal sur les occupations et surtout sur la dernière occupation au Verger, là, si vous avez du temps, allez les voir. Ils ont besoin de monde. Si vous voulez lancer des bolasses, ils ont faim. Et aussi, du coup, ils sont sur les occupes, mais ils font face à la violence, une violence policière assez hallucinante. Et je vous encourage à lire le rapport de la LDH sur les pratiques policières. Et bien sûr, il y a aussi les sans-bitume, donc qui ouvrent un nouveau chapitre, on va dire, sur la lutte donc, contre les usines à enrober à chaud. Et qui montre... Enfin, ouais.
ça va être la prochaine étape, du coup. Donc oui, donc LVEL, non, ne s'est pas vraiment imposé seul dans la lutte, mais en collaboration avec d'autres personnes. Et je pense que ça, c'est ce qui fait la force de la lutte. Et ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'on n'est pas seul, mais ensemble. Si personne n'a quoi que ce soit à rajouter, n'hésitez pas, hein, les intervenants, si vous avez des choses à rajouter sur les questions qui ont été posées. La prochaine question, c'est comment les différents mouvements militants qui sont présents dans la lutte arrivent à mobiliser toujours plus de monde malgré le durcissement de la répression qu'on observe actuellement. Donc déjà, d'abord parce que notre combat est totalement légitime et ça se voit, hein, puisque le réchauffement commence malheureusement à le toucher du doigt. L'effondrement de la biodiversité, on le ressent aussi. Donc je pense que la population française et même peut-être au-delà est bien consciente que notre combat, il est juste. Au-delà d'être légal, il est légitime. Et ce qui nous a donné un tremplin, et ça c'est un conseil que Thomas nous avait donné dès le début, c'est d'être visible sur les réseaux sociaux, de bien communiquer, d'expliquer, parce qu'en fait c'est très complexe, ne serait-ce que le volet juridique, il est extrêmement complexe à expliquer, mais on pourra en parler quand même brièvement. Et on a des médias, des journaux qui nous soutiennent, fort heureusement. Il reste des journaux en France qui couvrent notre combat, donc régulièrement. Il y a certains médias qui vont venir plutôt quand il y a de la castagne ou quand ils espèrent qu'il y en aura. Mais il y a quand même des journalistes courageux qui se sont fait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, hein, qui se sont fait un peu violenter par la police. Donc ce qui nous porte, c'est quand on arrive à montrer la légitimité de notre lutte et qu'on n'est pas réduit par d'autres journaux locaux à des caricatures d'éco-criminels. C'est incroyable d'avoir construit un tel mot, éco-terroriste ou criminel. Voilà, donc si on arrive, c'est tout simplement parce qu'on a raison qu'on arrive, je pense, voilà. Et qu'on a des bons porte-parole aussi. Ouais, j'aimerais juste rajouter quelque chose, et c'est important ce qu'il vient de dire en fait. On a quand même un moyen aujourd'hui qui est assez exceptionnel, c'est les réseaux sociaux. C'est les lives sur Instagram, ça ment pas en fait. À partir du moment où vous avez des exactions qui sont commises sur l'autoroute, peu importe quelle qu'elle soit, en fait, si la caméra tourne, en fait, on est nos propres journalistes, quoi, tout simplement. Autant ça peut être une sacrée merde, hein, pas se leurrer, les réseaux sociaux, moi j'ai horreur de ça. J'y suis juste parce que j'ai des choses à faire et des choses à dénoncer, et qu'on a des choses à faire et des choses à dénoncer. Mais si on les utilise à bon escient, c'est important. Juste un petit peu un retour en arrière sur la question précédente. Vous savez, pendant la guerre 39-45, c'était 200 000 personnes qui ont permis la libération de la France. 200 000. Le reste, il y avait des collabos et des personnes qui attendaient que ça se passe. On n'est pas assez nombreux aujourd'hui à lutter. Ça, il faut quand même bien se le mettre à la tête. Si on avait l'intégralité de la population toulousaine qui était venue sur le tracé de l'autoroute 69, elle se serait arrêtée de suite. On a une charge quand même mentale, nous, en tant qu'association et de travail, sur les épaules, qui est lourde, qui est forte, qui est lourde de conséquences au niveau familial, au niveau professionnel, parce qu'on nous fait souvent croire qu'on est des personnes qui ne travaillons pas, qui n'avons rien d'autre à faire que de lutter. C'est faux. On a des entreprises. Personnellement, je suis chef d'entreprise, hein, pour le savoir. Donc, il y a des moments où je lutte, je ne gagne pas d'argent. Après, je rentre à la maison, je m'occupe de mon fils. On a tous les mêmes vies, quoi. Mais, s'il vous plaît, quoi, mettez-vous bien dans la tête une chose, c'est qu'on a besoin de vous et qu'on n'y arrivera pas sans vous, quoi. Et ne comptez pas sur nous pour résoudre tous les problèmes, parce que ça ne fonctionne pas comme ça, quoi. Voilà. Ouais, je vais pour le coup, la continuité est facile. On a souvent, je dis souvent, on a souvent le tort d'avoir raison tout seul. Et en fait, l'écologie a le chic d'aimer être dans sa niche écologique et pas trop en sortir. Et en fait, on a un vrai enjeu à pouvoir essayer d'élargir la lutte. Et à l'évidence,
si ce ne sont qu'une agrégation de représentants ou de militants écolos, on va perdre. Et moi, j'ai été très frappé sur une des grosses manifs, parce que c'était là, une marche qui s'est terminée d'ailleurs avec des CRS au petit matin. Nous, on a fini la manif en discutant avec des routiers en fait, qui étaient venus à la manif en disant mais en fait, moi j'ai un immense problème, truc d'écolo, j'en ai rien à foutre. Par contre, quand je vais utiliser cette route, maintenant, elle va me coûter vachement plus cher pour l'utiliser. Et en fait, entendre ça en se disant, en fait, il y a plusieurs points d'accroche dans la lutte et pas les exclure en disant, ouais, salaud de routier, en fait, on sait très bien que vous êtes du mauvais côté de l'histoire. En fait, on est seul, on est pur, on est tout seul, mais globalement, on a perdu. Alors que si à un moment, on est à l'écoute et qu'on se dit, en fait, des routiers, peut-être qu'à un moment, ils ont quelque chose à dire, qui n'est absolument pas la même entrée que nous, mais par contre, en point de ralliement, ils se disent, la 69, j'en veux pas. Voilà. Et en fait, raisonner et essayer de décaler son point de vue en se disant qu'il y a des gens qui ont 1000 façons de lutter, 1000 façons de s'opposer à la 69, et il n'y a pas de raison de les excommunier parce qu'en fait, ils ne seraient pas nés écolos. Et je pense qu'en fait, il y a un vrai effort à faire du point de vue des militants écolos. Voilà. L'autre élément... Pour réussir à agréger toujours plus de personnes, je pense que c'est, je vais décrire ce que vous faites, mais c'est être honnête, déterminé et joyeux. Joyeux et créer les conditions du plaisir. En fait, on a trop l'habitude de considérer le militantisme comme un sacerdoce. C'est monacal, il faut se faire mal, et en fait, plus on se fait mal, plus manifestement on est un bon militant. Et un bon militant, c'est quelqu'un qui sait aussi se préserver, qui sait aussi équilibrer sa vie personnelle et sa vie militante et trouver du plaisir au moment où on milite. Et on parlera sans doute de Sainte-Soline, moi j'y étais, je ne prends pas du plaisir à Sainte-Soline. En fait, j'ai peur pour mes enfants, parce qu'un de mes enfants était là-bas, et en fait je reviens, et quand je revois ce qui s'est passé, je me dis, mais dans quoi on était? En fait, on était sur un terrain de guerre. Voilà, moi je préfère en fait danser, m'amuser, militer, rencontrer des gens, discuter, débattre, mais en aucun cas enlever le dé et me battre en fait, à un moment prendre des coups. Et après, c'est pas un principe, c'est globalement on voit bien que si on est dans la violence, et je reviens à mon histoire de niche écologique, en fait on n'aura que les ultra militants jeunes qui sont capables de courir, de se battre, et à la fin les familles, les handicapés, les vieux, les familles, en fait ils seront pas là parce qu'ils auront peur, et on aura perdu quelque chose de la vitalité de ces mouvements, quoi. Alors merci beaucoup. Maintenant on va passer à une question, enfin on a déjà un peu parlé d'alternatives tout à l'heure, mais j'aimerais bien qu'on y revienne plus précisément, notamment pour savoir dans quelle mesure ça a sa place dans la lutte et comment vous arrivez à mettre en parallèle les enjeux écologiques du projet et les enjeux socio-économiques du Tarn. Oui, donc d'abord je pense qu'on a réussi à éviter un piège dès le départ, qui était, historiquement sur cette lutte, l'argument de l'alternative était toujours pensé sous le prisme de, si on ne fait pas l'autoroute, comment on réaménage la nationale pour essayer de gagner le même temps que ce qui est promis par la solution la plus simple, qui était de faire l'autoroute. On se voit bien que ça c'est un argument qui servait le projet d'autoroute, puisque c'était... vu qu'ils ont tracé une ligne droite en fait, sans prendre en compte aucun contexte, ni les maisons, ni les arbres, ni rien, c'était forcément perdant, ça allait forcément être moins efficient que réaménager la nationale. Et par ailleurs, justement, le projet alternatif pose la question, et on en a déjà un petit peu parlé, de la pertinence de la vitesse dans nos vies. Qu'est-ce que ça nous apporte vraiment ? Et à cet égard, je pense que le projet qu'on a réussi à construire, c'est un projet qui arrive à embrasser ces questions, à élargir le débat pour véritablement replacer la mobilité dans un contexte de société. Quelle société l'on veut, quels avantages de ralentir, à la fois pour les avantages sociaux, les avantages économiques, écologiques, et même en termes de qualité de vie pour les habitants de ce territoire. Et c'est vraiment ça finalement le sens de notre projet, c'est qu'il a réussi à dépasser le seul argument pour lequel on voulait construire cette autoroute, soi-disant pour désenclaver par le gain de 15 minutes de temps, pour montrer que tous les avantages à ne pas faire ce projet et
être pragmatique tout de même, repartir du contexte de ce qu'était la lutte à ce moment précis, c'est-à-dire 55 km où des expropriations avaient commencé à avoir lieu. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça pour convaincre la population, les élus, que finalement, il y a autre chose de possible, en utilisant des leviers déjà mis en place. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Et donc, ça se décline sur les enjeux écologiques par le fait de revivifier l'agriculture, avec une agriculture biologique, paysanne, qui s'appuie sur ces terres pour tester des systèmes de communs. Les communs, vous avez peut-être un peu étudié ce que c'était à Sciences Po en économie, donc l'idée d'avoir des terres communales et d'envisager le sol comme une ressource commune et non pas par le biais des prédations d'acteurs privés. Et puis la question économique, nécessairement, elle se pose quand on repense toutes nos mobilités. Parce que ça veut dire qu'on passe d'un système de dépendance à d'autres territoires, ou même à des systèmes de concentration de richesse, tels que la métropolisation. Donc cette autoroute, elle va accroître, elle accroît cette dépendance, elle accroît cette perte d'autonomie de nous en qualité d'individus qui devons être de plus en plus aliénés à la machine, à la voiture, pour se déplacer. Elle crée un monopole dans les manières de se déplacer. Parce qu'on met l'argent dans des infrastructures et en parallèle, on coupe toute autre façon, ou en tout cas, on ne peut pas mettre d'investissement dans des manières alternatives de se déplacer. Et donc, face à ce mouvement-là, finalement, on est dans un mouvement totalement inverse qui pense des mobilités douces, le réaménagement de la nationale. Donc, on n'est pas contre la voiture, on dit justement, gardons la voie, mettons, on a déjà un équipement routier, gardons-le, sécurisons-le pour qu'il y ait peut-être moins d'accidents ou sur les points qui peuvent poser problème, et développons les alternatives, le train, etc. Et donc ça se traduit au niveau local par des changements économiques importants. On a parlé des terres, de la production agricole pour retrouver des autonomies alimentaires, des ceintures maraîchères pour les villages, pour les villes comme Castres, Mazamet. Et puis par le réaménagement de toutes ces zones laissées par ce modèle d'infrastructure. Il y a sur ce territoire des zones artisanales, des zones d'activité. Eh bien, concentrons les politiques économiques vers ces espaces pour transformer l'économie au niveau local en s'appuyant sur les ressources, sur les gens et sur des métiers qui ont du sens, qui permettent de finalement recréer du lien social, recréer de la valeur sur les territoires au lieu de parcourir des distances pour aller chercher ailleurs ce qu'on a en fait sur place mais qu'on ne voit pas. Ça y est, le truc a déraillé. Je vais juste reprendre la parole. J'ai un de mes collègues qui a fait une étude sur les vitesses. Il a fait une analyse comparée des 25 voitures les plus vendues en 2003 et les 25 vendues en 2023. On est passé d'une vitesse de pointe de 178,6 km/h à 204,9 km/h. En fait, on a gagné, je sais pas, ou perdu 14% de vitesse en plus, alors que les vitesses sont restées les mêmes en France, voire on est peut-être passé de 90 à 80 km/h sur les routes. Donc en fait, on a une dissonance entre ce que les constructeurs, les décideurs inscrivent dans la vitesse, la compétitivité, le dynamisme, qui passe donc par un accroissement de la vitesse entre un point A et un point B. Et on a un sondage, vous avez bien fait de venir parce que ce ne sont que des scoops, on va le diffuser dans 15 jours maintenant, un sondage IFOP où on a questionné justement cette histoire de est-ce que en fait vous, en tant qu'automobiliste, vous partagez cette augmentation de la vitesse. Et en fait, on a 71%, j'essaie de faire durer le temps que je retrouve mon truc, 71% des gens qui disent puisque ce niveau de vitesse n'est pas autorisé en France, les voitures ne devraient pas pouvoir techniquement l'atteindre. C'est-à-dire que pareil, on a un écart grandissant entre des industriels, des politiques qui à un moment disent il faut aller vite, et en fait juste dire mais est-ce que par moment on peut juste s'arrêter quelques secondes et questionner ce culte de la vitesse? Pourquoi faire? Pourquoi il faut gagner un quart d'heure? Est-ce que en fait gagner un quart d'heure mais sans manger parce qu'on n'aura plus de terre nourricière, finalement, est-ce qu'on a le droit de poser cette question? Et en fait, on revient à la première question sur ces projets inutiles. En fait, ils questionnent systématiquement ce rapport au culte de ceux qui pensent ces projets-là sont ceux qui dirigent, mais aussi ceux qui les utilisent.
Et en fait, il y a un écart grandissant entre justement les usagers qui disent moi, je vis à côté de cette infrastructure, je préférerais continuer à perdre 15 minutes et vivre de la terre qui m'entoure que d'aller vite. Enfin, voilà, une fois encore, juste oser questionner ce rapport. Juste pour rajouter quelque chose sur cette histoire de gain de temps, il y a quelque chose de très intéressant, c'est la pensée Ivan Illich, qui parle qui a énormément analysé cette histoire de vitesse et de mobilité. Et lui nous montre qu'en fait, si on reprend son analyse, on ne gagne pas du temps, on en perd même en fait finalement avec la vitesse, parce que la vitesse induit des coûts à la fois pour la société et de manière individuelle. Là, vous le voyez sur le PowerPoint, 17 € aller-retour pour prendre cette autoroute. Donc faites un calcul, il faut travailler combien de temps de plus que ce qu'on ne travaillait pas pour prendre l'autoroute pour aller travailler, enfin, dans un cycle qui est complètement stupide finalement. Donc en fait, on perd 1 heure de temps de sa vie pour pouvoir se déplacer par rapport à la situation actuelle. C'est un argument qui est fallacieux de dire qu'on gagne du temps. Objectivement, c'est pas vrai. Alors il y a des gens, et c'est pour ça que finalement il y a des gens ça les impacte moins, c'est que cette autoroute, c'est une autoroute qui est faite aussi pour des classes sociales aisées, des cadres, pour des grandes entreprises, etc., qui finalement ne se posent pas cette question parce que leur budget déplacement est suffisamment, ils ont suffisamment de revenus pour pas se la poser. Mais pour le reste de la population, c'est un coût supplémentaire en fait, ne serait-ce que dans le budget, quoi. Juste pour compléter un petit peu, il y a effectivement l'aspect vitesse inutile, il y a aussi l'aspect déplacement inutile. Et ce qui est frappant dans le projet de Karim, c'est les moins 25% de déplacement en voiture et les plus 30% de biodiversité. Et les moins 25% de déplacement en voiture, c'est exactement ce dont on a besoin dans les territoires ruraux. On aimerait pouvoir aller au village d'à côté en vélo sans se faire écraser, ce qui est actuellement presque impossible. Donc on voit que rien n'a été pensé pour nous locaux, dans ce projet, alors qu'une autre voie, tout simplement, c'est du bon sens et du bon sens bénéfique. Enfin, voilà, c'est quelque chose de totalement réaliste et ancré dans la terre, quoi. Et si on se fait l'avocat du diable, est-ce que ça serait pas un désavantage pour Castres, étant donné qu'il y a déjà une autoroute qui fait Albi-Toulouse et qu'il y a toujours eu une tension entre Albi et Castres? Alors, si vous regardez les chiffres de l'INSEE, vous verrez que Albi, avec son autoroute, a un développement économique moins fort que celui de Castres ces dernières années. Et il y a des chercheurs de l'université Champollion qui ont justement prouvé qu'une autoroute n'avait en aucun cas une influence sur le développement économique. J'ai envie de dire que c'est même, ça va renforcer encore sans doute la pensée inverse. C'est que si vous avez le choix de vous implanter, on vous dit vous devez travailler à Toulouse et vous allez vivre à Castres ou Albi, l'autoroute Albi-Toulouse, c'est 1,60 € je crois, ou 1,80 €. L'autre, vous voyez les chiffres ici, ça va être 8 € l'aller, donc en fait les calculs sont vite faits, économiques. Oui, pour rajouter quelque chose, mais je pense que vous le savez aussi, à partir du moment où vous créez une autoroute, vous favorisez l'emplacement de grosses centrales comme des plateformes logistiques, des Amazon, des Ikea, des McDo. En fait, ça a juste encore vocation supplémentaire à bouffer encore plus de terres agricoles, quoi. Je veux dire, c'est démontré clairement par il y a des études qui ont été démontrées là-dessus. Et en fait, je ne vous apprends rien parce que c'est vite vérifiable quand vous rentrez quand vous prenez n'importe quelle autoroute en France. En fait, tout ce qui est bordé au bord de l'autoroute, c'est tout ce genre de magasins et de ce que je viens de dire. Donc c'est assez triste de se dire qu'en fait là on se bat parce qu'il y a 400 hectares de terres agricoles qui vont être abîmés, mais au final ça va être encore plus, quoi. Donc le combat il n'est même pas terminé, il fait que commencer en fait. Et on n'est même pas dans la réparation. Aujourd'hui on est juste arrêter la dégradation, quoi. Voilà. Tout ce qu'il faut voir en règle générale, c'est que tous les avantages que mettent en avant les pouvoirs publics sont des leurs, en fait. Même quand on arrive à prouver que ça va être économiquement débile, en fait, c'est pas les vrais enjeux qui derrière, c'est souvent des gros sous. C'est toujours la même chose comme Notre-Dame-des-Landes, on avait beau prouver que ça servirait à rien, que ça avait aucun intérêt et que personne n'en voulait. En fait, il y avait derrière des gros contrats qui avaient déjà été signés, et puis on les connaît, là, les gros commanditaires de cette autoroute, on sait vraiment à qui va bénéficier l'autoroute et que c'est nous qui la payons pour eux,
pour faire avancer le capitalisme d'habitude. Donc, il faut aussi pas se concentrer sur leurs arguments à eux, parce que c'est perdre beaucoup de temps. Merci beaucoup. Juste parce que, ça a été rapidement évoqué tout à l'heure, mais je ne sais pas si vous souhaitez un peu développer sur le projet, en quoi ça consiste, quels vont être les avantages, comment est-ce qu'on pourrait réutiliser les infrastructures qui ont déjà commencé à être mises en place par le concessionnaire. Pour le projet alternatif, hein, c'est ça. Alors, oui, j'en ai rapidement parlé, mais en gros, le projet, c'est... on a essayé de travailler sur 3 volets avec la voie libre. Le premier, c'est effectivement 3 volets structurants, on va dire, qui se nourrissent entre eux. Le premier, c'est vraiment les mobilités en tant que telles. Nous, on propose 3 types de mobilités qui se complètent en fonction des déplacements qu'on veut faire et qui peuvent même être en intermodalité. C'est la route nationale existante, réaménagée, replantée pour plus de confort climatique, avec plus de transports en commun, en utilisant le réseau de bus LIO, en ajoutant des stations, vraiment que ce soit identifié, finalement même faire muter la philosophie même de la route pour qu'elle soit beaucoup plus une route du partage et des transports en commun, quoi, plus que de la voiture individuelle. Le second, c'est le train, là aussi, ligne existante. Donc on s'appuie vraiment sur des choses qui sont là. Une ligne qui a fait l'objet du... C'est la ligne en Occitanie qui a fait l'objet du moins d'investissement ces 30 dernières années. Et c'est pas pour rien, c'est justement pour justifier qu'il y a ce besoin d'autoroute, etc., etc. Et le troisième, c'est la véloroute, une grande véloroute qui, du coup, pourrait être déployée assez rapidement parce que, justement, elle s'appuierait sur ce foncier qui a été exproprié et que nous, on propose finalement de réemployer avec des techniques plus vertueuses. Et donc là, c'est une route qui permettrait, et donc en tenant compte du contexte géographique, des paysages et du vivant, hein, dans l'aménagement. Et là, l'idée, c'est vraiment d'inviter les mobilités douces et le vélo vraiment dans les territoires ruraux, quoi. Et c'est une question, on voit bien, ça fait 2 ans, à peu près 2 ans maintenant qu'on voit beaucoup d'articles sortir sur ça, de voir que finalement il n'y a pas de politique réellement des déplacements en mobilité douce en milieux ruraux. Et donc nous, on voulait profiter aussi de ce projet pour ajouter cette dimension-là, vraiment la poser sur la table. Et cette route aussi, c'est une route qui permet de tester des nouveaux types de transports. Par exemple, les vélos cargo, le véhicule intermédiaire. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, c'est en gros des véhicules qui sont entre le vélo et la voiture, qui fonctionnent généralement avec des moteurs électriques qui permettent de prendre plusieurs passagers ou de faire des petits déplacements de livraison, par exemple. Et donc, finalement, faire en sorte que l'État pousse avec ce projet un peu pilote teste des choses pour voir comment finalement pour adapter les autres territoires avec ce projet-là. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, j'en ai parlé aussi, c'est finalement tout ce qui va concerner l'adaptation climatique, un grand plan finalement de revitalisation et d'adaptation climatique du territoire. Et donc nous, très vite, on a posé des enjeux, quoi. Enfin, des enjeux qui sont évidents, mais comment on va vivre dans un monde à 50 degrés en Occitanie en 2050 ? L'autoroute, en fait, on voit bien ce que ça va donner. Enfin, c'est un four géant, en fait. Si on le regarde d'une manière objective, c'est un four géant qui pourra jamais, enfin, qui va créer énormément d'îlots de chaleur sur le territoire. Personne ne pourra vivre à côté d'une infrastructure comme ça quand il va faire 50 degrés. Ça veut dire qu'il va faire 70 degrés au sol au moment vraiment des grandes expositions. Donc ce projet est vraiment anachronique et totalement impensé sur les enjeux climatiques. Et donc nous, en fait, vous voyez sur l'image d'à côté, c'est vraiment le projet inverse. On replante massivement le territoire, on profite des 360 hectares libérés pour temporairement tester et avoir des usages temporaires, par exemple des pépinières temporaires qui vont permettre après de redéployer des arbres ailleurs sur le territoire. Et du coup, tout ce que cela induit, en fait, presque de manière naturelle, entre guillemets, c'est ça revivifie les espaces. Et donc, ça va créer des espaces pour
pour la faune et, locale. Nous, on a mis cet objectif qui est un peu symbolique, hein, de 30% d'oiseaux et d'insectes en 2035 en plus par rapport à la situation d'aujourd'hui. Et c'était quelque chose qui nous tenait à cœur, c'est simplement pour lancer des débats en fait. 30%, c'est ce qu'on a perdu en 30 ans. Et ben, si dans des projets aujourd'hui on se dit, ben, nos objectifs de politique publique, etc., ils prennent en compte, et c'est finalement ça qui est mis au cœur aussi de nos objectifs, et on teste, on regarde ce qui a marché, ce qui n'a pas fonctionné dans le temps. On fait de la pédagogie auprès du public, du grand public, des enfants sur le territoire pour leur apprendre, les sensibiliser à tout ce vivant, etc. Voilà, nous, c'est quelque chose qui nous a paru absolument central. Et le troisième point, c'est on va dire, comme je disais, un plan de revitalisation économique, de rééquilibrage économique des territoires, dénoncer le phénomène de métropolisation, d'ultra-métropolisation, et de retrouver une économie des courtes distances, de l'autonomie, peut-être qui s'appuie sur des équipements un peu qu'on a qualifié des équipements leviers. C'est des équipements qui s'installent sur des espaces justement dont on a déprécié la valeur, des espaces qui étaient délaissés, en ruine. À Castres, une ancienne usine où on propose une grande cité du vélo qui parle justement de ces mobilités cyclables, de réparation, pas de réindustrialisation, puisque je trouve que c'est un mot trop fort, mais de retrouver des activités au niveau local productives au bénéfice des habitants. Et donc là, voilà, là aussi, on a fait ce travail. Ces équipements, ils ont aussi une grande vocation de sensibilisation aux questions écologiques. Je parlais de la cité du vélo, on aurait aussi un hameau des low-tech, par exemple, pour parler de toutes ces activités de la réparation domestique. Aussi un observatoire